Très bien. On va voir maintenant les catécholamines ou bien la médulo-surrénale. On vous dit que les surrénales sont de petites glandes endocrines qui chapeautent les reins. On avait vu cela pour la cortico-surrénale. Alors, très rapidement, on passe. Elle est constituée de deux parties, une cortico-surrénale qui est périphérique et une médulo-surrénale qui est centrale. Et on vous dit aussi que la cortico-surrénale, comme on l'a dit, est une glande vitale. C'est-à-dire que sans elle, on ne peut pas vivre, alors que la médulo-surrénale n'était pas un organe vital, elle est juste considérée comme un ganglion sympathique. Un ganglion sympathique avec une évolution endocrinienne. On va voir pourquoi on la compare à un ganglion sympathique. Hein? Très bien. Cette notion repose sur des bases histologiques. Quelle notion? C'est le fait de considérer la médulo-surrénale comme un organe appartenant à l'appareil sympathique. Pourquoi je considère la surrénale comme un organe sympathique? Pour, premièrement, des considérations histologiques. Les cellules sécrétrices, appelées cellules chromaffines parce qu'elles ont une affinité au chrome, elles fixent le chrome, sont regroupées en amas autour des capillaires. Donc, ces cellules sont chromaffines comme les cellules du système sympathique. Donc, on a déjà commencé à se dire qu'elles ont la même origine que le système sympathique. Ensuite, il y a des considérations embryologiques. Elles dérivent de la crête neurale, comme les cellules ou la postganglionnaire des cellules sympathiques, les cellules postganglionnaires, c'est-à-dire des cellules qui naissent au niveau des ganglions sympathiques pour aller au niveau des organes cibles. S'il vous plaît, vous vous souvenez des crêtes neurales? Les crêtes neurales, c'est des bourgeons qui servent la neurulation. J'ai plusieurs stades. Le stade de plaque neurale, puis de tube neural. Vous en souvenez? Une plaque neurale, la plaque, elle va se fermer. Mais quand elle se ferme, elle devient comme ça. En se fermant, elle laisse deux parties périphériques. Maintenant, les crêtes neurales. Et les cellules des crêtes neurales vont migrer. Elles vont donner beaucoup de cellules, qui mettent les mélanocytes, qui mettent les cellules chromaffines. D'accord? Très bien. Neurophysiologique, ces nerfs splanchniques ont une médiation cholinergique. Comme la médulo-surrénale, elle synthétise des hormones. Elle synthétise des hormones. Mais elle reçoit des nerfs. Elle reçoit des nerfs qui synthétisent la glande de l'acétylcholine. Tout comme les ganglions sympathiques, où il y a un neurone préganglionnaire et un neurone postganglionnaire. Le neurone préganglionnaire, c'est un neurone cholinergique nicotinique. Ici, c'est la même chose, c'est un neurone cholinergique nicotinique. Donc, il y a beaucoup de ressemblances neurophysiologiques, histologiques et embryologiques entre les ganglions sympathiques, d'accord, entre les ganglions sympathiques et ces cellules de la médulo-surrénale. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est des ganglions sympathiques spécialisés. S'il vous plaît, où sont les ganglions sympathiques? On les retrouve où? Au niveau des chaînes, très bien, au niveau des chaînes paravertébrales. Très bien. J'essaie de chercher, parce que on dit قلت بالك عندي chaîne sympathique. D'accord, donc c'est clair pour tout le monde. Très bien, donc voici un peu une représentation de ce qu'on vient de dire. Avec le système nerveux central, d'accord, il y aura un neurone préganglionnaire. Le neurone préganglionnaire, hop, il va se terminer par des terminaisons nerveuses au niveau de la médulo-surrénale. Les terminaisons, elles vont être en liaison avec les cellules chromaffines. Et donc, les cellules chromaffines, vous voyez, hein, vous voyez, alors les cellules chromaffines. Vous voyez que les cellules du système nerveux central, c'est un neurone, il a des terminaisons nerveuses. Quand tu fais des terminaisons nerveuses en rouge, les terminaisons nerveuses, elles vont synthétiser de l'acétylcholine. Donc, c'est comme des neurones préganglionnaires. Comme des neurones préganglionnaires. Très bien, très bien.
Donc ici, c'est une petite comparaison entre mon système endocrinien et le système nerveux sympathique. Voici le système nerveux sympathique. Un neurone préganglionnaire, un ganglion paravertébral, et enfin des neurones postganglionnaires qui vont synthétiser ou libérer des hormones sympathiques ou des neurotransmetteurs sympathiques au niveau de l'organe effecteur. D'accord? Adrénaline, noradrénaline, dopamine. Le principal, c'est la noradrénaline au niveau du système nerveux, hein, quand c'est une cellule nerveuse. Ici, c'est la même chose. Donc, à partir de la substance grise, de la moelle épinière, j'ai un neurone préganglionnaire qui va sortir et hop, il va se retrouver au niveau de la glande. Il va libérer l'acétylcholine. L'acétylcholine va stimuler les cellules chromaffines. Les cellules chromaffines vont synthétiser principalement l'adrénaline pour la libérer dans le sang. La principale hormone libérée par la médule surrénale est l'adrénaline. D'accord? Ou l'épinéphrine. L'épinéphrine est l'adrénaline. C'est l'adrénaline. D'accord? L'adrénaline. Classe? Tout le monde est d'accord? On avance. Allez. La médule surrénale libère 3 catécholamines, la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Majoritairement sécrétée par la médule surrénale, c'est l'hormone de stress. Donc la majeure hormone libérée par la surrénale, c'est la l'adrénaline. On considère l'adrénaline comme étant une hormone, alors que la dopamine et la noradrénaline, on les considère comme des neurotransmetteurs. L'adrénaline est considérée comme une hormone parce que c'est la principale qui est active dans le sang. La noradrénaline et la dopamine sont surtout libérées par les cellules nerveuses. On les considère comme des neurotransmetteurs plutôt que des hormones. Mais les deux restent des molécules de signalisation. Les deux sont libérés dans le sang. Yeah. La structure des catécholamines, vous voyez que c'est un cours de biochimie, non pas de physiologie. On va se concentrer sur la structure, les techniques. Les techniques, on va y passer très rapidement parce que ça n'a aucune importance. Ce sont des dérivés 3, 4, déhydroxyphényl, éthylamine. C'est chauffe. 3, 4, on a déjà un des deux positions. D'accord? 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. 3, 4. Wahidun, ithnani. J'ai deux fonctions hydroxyle. Donc 3, 4, dihydroxy. C'est un cycle. On l'appelle le phényl. Merci, voilà. Phényl. C'est un éthyle qui a une 2CH. Éthyle. C'est une fonction amine. C'est. Donc 3, 4, dihydroxyphényl, éthylamine. Où est-ce que bravo. Maintenant, on va prendre une autre considération. Elle est constituée de deux noyaux. Un catéchol et un éthylamine. Vous me rappelez comment je vois l'éthylamine? C'est ça. Éthylamine. C'est ça. Ça. Éthylamine. Donc, les principes, c'est catéchol. C'est le catéchol. Le catéchol, c'est le phénol dihydroxy. Le dihydroxyphénol, c'est plutôt catéchol. Le dihydroxyphénol, je l'ai appelé catéchol. Où je parle de l'éthylamine. Donc, elle est constituée de deux parties. Soit je dis qu'elle est constituée de 3, 4 dihydroxyphényl éthylamine, soit je dis qu'elle est constituée de deux parties. Un éthylamine et un noyau catéchol. Le noyau catéchol est constitué de quoi? D'un phénol dihydroxy, ou le dihydroxyphénol. Bravo. Il possède, ou il avec S, les catécholamines vont posséder une fonction amine et deux fonctions hydroxyle. Donc, quelle est la caractéristique? Toutes les catécholamines ont cette caractéristique. Avec l'adrénaline, wahidun, ithnani, ou avec la fonction amine. La noradrénaline, wahidun, ithnani, avec la fonction amine. La dopamine, wahidun, ithnani, avec la fonction amine.
Et vous voyez qu'il y aura des différences entre chacune entre elles. C'est-à-dire la structure de base kif kif. كامل فيهم هذا الفينول كامل فيهم لي دي هيدروكسي وكامل فيهم دي امين وكامل فيهم ثاني كليتيل هاولي تك 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 كامل فيهم ليتيل. Il y aura après une différence. Vous voyez que le noyau de base وحده il a suffi pour terminer toute la molécule تاع la dopamine. خلاص la dopamine كي حوست فيها داخل على زوج لي هيدروكسي. J'ai pu situer à l'intérieur de la molécule de la dopamine. J'ai pu situer les deux hydroxy, le phénol, le éthyle et l'amine. خلاص la molécule. La dopamine est la première molécule à apparaître lors de la synthèse des catécholamines. Dans la synthèse des catécholamines aussi j'ai une filiation. Maintenant نبدا نخدم وحده une catécholamine et à partir de cette catécholamine je vais synthétiser les autres. D'accord? Très bien. Donc la dopamine est la première à apparaître, ou bien je peux lui faire subir des modifications. Regarde, pour avoir la noradrénaline, c'est quoi la modification? Une toute petite modification. Je vais ajouter une toute petite fonction hydroxyle et j'obtiens la noradrénaline. Pour avoir l'adrénaline, wesh zit? Kif kif, c'est la même molécule que la noradrénaline, ou un autre groupement méthyle. More l'amine. Voici la fonction. D'accord? Donc, on a la dopamine, on a une hydroxylation, tu l'as. Noradrénaline, on a une méthylation, tu l'as adrénaline. D'accord? Donc, on a la structure de qui est le groupement le plus méthylé? C'est l'adrénaline. Qui est la structure la moins complexe? C'est la dopamine. La biosynthèse se fait à partir des acides aminés et de l'acide aminé principalement aromatique, tyrosine, issu de l'alimentation et du métabolisme hépatique de la phénylalanine. Donc, je peux transformer la phénylalanine en tyrosine. Voici la réaction. D'accord? Donc, je prends la phénylalanine, et je la transforme en tyrosine. D'accord? Qui fait que je réalise une réaction de réduction. On a un donneur d'hydrogène, c'est un réducteur, il va s'oxyder, et le pouvoir réducteur il va être transformé à la phénylalanine, et j'ai tous les tyrosines. J'ai une deuxième transformation qui va accompagner celle-là, c'est la transformation du tétrahydroptérine en déhydrobioptérine. La tétrahydrobioptérine en déhydrobioptérine. C'est-à-dire qu'elle va perdre ses teintes de fonction hydro. D'accord? La TH4 en TH2. Et la TH2, puisque je n'ai pas modifié la structure de base de la hydroptérine, d'accord, elle peut être recyclée en tétrabioptérine. Comment? En subissant une fonction de réduction. Maintenant, je prends la déhydrobioptérine, je la régénère par une réduction. Maintenant, il dit NH, il va être oxydé. Le pouvoir réducteur la déhydrobioptérine. La déhydrobioptérine, tout les tétrahydrobioptérine. La tétrahydrobioptérine va refaire une réaction. Donc il y aura des cycles. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois, j'ai besoin de beaucoup de pouvoirs réducteurs. Un pouvoir réducteur directement sur la phénylalanine et un autre pouvoir réducteur qui va se fixer sur la déhydrobioptérine, qui va me permettre de régénérer la tétrahydrobioptérine. D'accord? À chaque fois, je suis en train de régénérer la tétrahydrobioptérine en réduisant la déhydrobioptérine. D'accord? Très bien. L'enzyme phénylalanine hydroxylase, si elle est déficitaire, j'aurai une phénylcétonurie. D'accord? Si j'ai une anomalie de l'enzyme qui est responsable de la transformation de la phénylalanine en tyrosine, j'aurai une accumulation de la phénylalanine et j'aurai une phénylcétonurie.
La phénylcétonurie fait partie des maladies qu'on diagnostique à la naissance, en néonatal. En Algérie, malheureusement, on ne fait pas encore ça. Il y a 4 maladies qu'on dépiste à la naissance. Donc, il y a 5. En décembre 2020, il y a 2. Pas une, comment on appelle ça là? Le papillon buvard. C'est le test de Guthrie. Vous connaissez ou pas? À J3 de la naissance, la plante des pieds de l'enfant, on récupère du sang et on recherche des marqueurs spécifiques de plusieurs pathologies. D'accord? Ça peut sauver des vies. Cherchez chez moi les pathologies. D'accord? Et dites-moi. Kain, 5. D'accord? La phénylcétonurie. D'accord? Cherchez les autres. La phénylcétonurie, tu me donnes des anomalies biologiques où le phénylalanine, quand il y a une accumulation de la phénylalanine, il peut aller se fixer sur les cellules cérébrales et causer des retards mentaux. C'est très dangereux et c'est irrécupérable. Eh bien, on les recherche à la naissance. Certains produits alimentaires, surtout les produits light, ils sont très riches en phénylalanine. Elle peut être fait les boîtes de chewing-gum déconseillées aux enfants de moins de 3 ans. Ou bien en cas d'antécédent de phénylcétonurie. Vous avez l'habitude de lire ça. Il faut lire les notices. Ah, même les ingrédients, tu as les chewing-gums. Donc, les enfants, même pour 3 ans, qui ont 10 سنين, ne me donnent avec le chewing-gum. C'est pas la peine de vous citer les marques. Il y a des chewing-gums في راسكم, كاين chewing-gum عيان و chewing-gum مليح. هذاك chewing-gum المليح, la classe de chewing-gum المليح. كامل, il faut pas les donner aux enfants. Des repos, on peut comme les marques. خلاص, on est d'accord sur les marques. Allez, on avance. Donc pour la prochaine fois, vous allez me citer les maladies qu'on recherche en néonatal. Biosynthèse des catécholamines, les différentes étapes de synthèse des catécholamines fait intervenir 4 enzymes successivement. La tyrosine hydroxylase, c'est la première enzyme à intervenir. La dopa-décarboxylase, la dopamine bêta-hydroxylase et la PNMT. La PNMT, on vous dit, bon, PNMT c'est la phényléthanolamine N-méthyltransférase. Déjà, اسمها يدل على ما تقوم به. Regardez comment elle s'appelle. Elle s'appelle méthyltransférase. Elle va transférer un groupement méthyle sur la noradrénaline باش تولي adrénaline. صح ولا لا؟ C'est une méthyltransférase. On a dit la différence entre la noradrénaline et l'adrénaline, c'est que l'adrénaline elle est plus méthylée par un seul méthyle que la noradrénaline. La PNMT, c'est elle qui va transférer le groupement méthyle sur la noradrénaline pour qu'elle devienne adrénaline. Les enzymes, elles vont agir de façon successive, comme ça. Vite. Donc, l'oula, c'est la tyrosine hydroxylase. Tu me dis la L-dopa. On va dire la dopa-décarboxylase. Tu me dis dopamine. وبعد تجيني لا دوبامين هيدروكسيلاز تمدلي لا نورادرينالين وبعد تجينا لا بي ان ام تي تمدلي لادرينالين تري فاسيل ا ابروندر الاولى سي لا تيروزين هيدروكسيلاز تمدلي لا دوبا كي ني با فريمون اكتيف بعدين لا ال دوبا دي كاربوكسيلاز تمدلي لا دوبامين بعد لا دوبامين elle va subir l'action d'une autre hydroxylase pour donner la noradrénaline et la noradrénaline va subir l'action de la PNMT pour donner l'adrénaline. Voilà, c'est tout. Donc, voici mon... la tyrosine. Cherchez-moi la tyrosine. Je commence par la tyrosine. Hop. La tyrosine va subir l'action d'une hydroxylase pour donner la dopa. La dopa va subir l'action de la décarboxylase pour donner la dopamine. Et là, c'est la première catécholamine à apparaître. La dopamine. C'est elle qui est la plus simple et donc c'est elle qui sera la première à apparaître dans la filiation terrienne. D'accord? On va subir l'action d'une hydroxylase et l'hydroxylase va me donner la noradrénaline, puis la noradrénaline va subir une action de la méthylation. Et la méthylation, le groupement méthyle il est porté par un groupement adénosine, ou le SAM. D'accord? S-adénosine méthionine. Le S-adénosine méthionine, je lui enlève le groupement méthionine, puis je lui SAH, S-adénosine homocystéine. D'accord? Je lui enlève un méthyle, qui je lui enlève le méthyle, il se la noradrénaline, puis je te dis
Très simple. D'accord? Alors, il faut les mémoriser. D'accord? On avance. On doit terminer rapidement. Je vais le prochain cours. Stockage, sécrétion et recapture. Les catécholamines ainsi que les molécules d'ATP de calcium sont stockées dans les granules des cellules chromatophines de la médullo surrénale et dans les vésicules sécrétoires des terminaisons synaptiques. Donc ils sont synthétisés, puis après leur synthèse, ils sont stockés dans des vésicules. Pourquoi? Stockés, on va regarder deux poules, qui est le poule de réserve ou le poule de sécrétion. Pourquoi ils sont stockés? Très bien. Et rapide et importante. Rapide et importante parce que les sympathiques, les hormones du système nerveux sympathique ou les hormones adrénergiques sont libérées d'une façon importante et rapide quand j'en ai besoin. Les situations de stress aigu. Mon organisme doit avoir la capacité de libérer une grande quantité de ces hormones et de ces neurotransmetteurs en même temps. Il doit avoir la capacité de libérer une grande quantité rapidement. Et c'est pour ça qu'il les stocke. Ce sont des molécules préformées et prêtes à être libérées. Relaxant dans la situation de stress, il les libère d'une façon importante. Dans la médullo surrénale, 80% des catécholamines stockées dans les granules sont de l'adrénaline. L'adrénaline est la principale hormone stockée par la surrénale. Eh bien, pour le combiner, la principale fonction sympathique de la médullo surrénale, c'est une libération de l'adrénaline. C'est à la noradrénaline ou la dopamine. La principale fonction adrénergique est exercée par l'adrénaline. Dans les vésicules synaptiques des neurones noradrénergiques périphériques et centraux, stockent principalement de la noradrénaline qui est le neuromédiateur. Donc les cellules nerveuses libérées la noradrénaline ou les cellules de la médullo surrénale libérées l'adrénaline. D'accord? Ou la dopamine? Surtout les cellules nerveuses. D'accord? La dopamine. Oh. La dopamine est un neurotransmetteur par excellence. D'accord? Une maladie, elle est liée à la dopamine. Non? Oui, je suis d'accord. C'est une maladie organique. Maladie de Parkinson. D'accord? Cherchez, maladie de Parkinson, physiopathologie. Cherchez, de Parkinson. Oui, très bien. Cherchez, la prochaine fois qu'elle est en physiopathologie. Ça fait partie de votre programme. Donc, on va faire une unité neuro. On va vous le système extrapyramidal. Je vais vous dire oui, c'est ça. Allez, courage. Oui, la surrénale. Surrénale. Classe? Où est-ce que tu as l'école, l'année universitaire? 26. Juillet. 25. 26. Les catécholamines ainsi que les molécules d'ATP, elles sont stockées puis libérées. La libération dans les deux cas s'effectue par exocytose sous l'effet d'un influx nerveux émanant des neurones préganglionnaires acétylcholinergiques. Et là, comme une stimulation de la cellule préganglionnaire, il y aura un influx de dépolarisation. La dépolarisation arrive au niveau de la terminaison synaptique, ouverture des canaux CA2+, potentiel dépendant, entrée de CA2+, exocytose de l'acétylcholine. L'acétylcholine au niveau de la fente synaptique va se fixer sur ces récepteurs. C'est des récepteurs canaux qui sont ligand dépendants. Ouverture des canaux Na+, il y aura entrée massive du Na+, dans la cellule postganglionnaire ou là dans la cellule chromatophile. Il y aura une dépolarisation de la cellule. La dépolarisation va stimuler les vésicules d'exocytose, fusion des vésicules avec la membrane plasmique et libération de l'adrénaline ou la libération du neurotransmetteur. C'est le mécanisme de libération. C'est un influx nerveux qui va être transformé en un influx électrique. C'est un influx électrique qui va être transformé en un influx chimique ou hormonal. D'accord? C'est clair pour tout le monde qui fait ça dans la libération. Dépolarisation, entretien
sortie de l'acétylcholine. L'acétylcholine va se fixer sur ces récepteurs, il fait les canaux, il fait le Na+, le Na+ va causer une dépolarisation. La dépolarisation va stimuler, elle va ouvrir les canaux CA2+. L'entrée du CA2+, elle va stimuler les vésicules d'exocytose, ça sera une exocytose. D'accord? Très bien. Physio première année. Donc voici une petite comparaison entre la cellule nerveuse, le ganglion sympathique, ou la cellule chromatophile. D'accord? Au niveau de la médulle surrénale. Donc, il sera la stimulation de la cellule endocrine, elle va libérer les hormones. Les hormones sont libérées dans le sang. Ou bien ils vont aller se fixer sur des récepteurs hormonaux spécifiques. Regardez, les récepteurs ici, on vous a montré des récepteurs membranaires. Membranaire parce que l'adrénaline est une hormone qui est hydrosoluble, une hormone protéique. Donc elle possède des récepteurs membranaires. Elle possède des récepteurs membranaires. Donc quels sont les récepteurs qu'elle va activer? C'est des récepteurs couplés à la protéine G, c'est des récepteurs à activité enzymatique, d'accord? C'est des récepteurs membranaires. Très bien. Et ici c'est l'activation synaptique, au niveau d'une synapse. On avance, ça y est. Régulation de la synthèse. Il y a deux types de régulation. Bien sûr, je commence la régulation au niveau des étapes les plus précoces, au niveau de la tyrosine hydroxylase. C'est l'étape régulée. Il y a une interconversion entre enzymes actifs et enzymes inactifs, c'est-à-dire que cette enzyme, la tyrosine hydroxylase, elle est présente sous deux formes. Une forme active et une forme inactive. D'accord? Une forme active et une forme inactive. D'accord? Activité augmentée, la tyrosine hydroxylase. L'activité est augmentée par un influx nerveux, phosphorylation dépendante de l'AMPC, CA2+, et du diacylglycérol. C'est l'action des récepteurs. Fixation de l'hormone sur son récepteur, activation de l'effecteur enzymatique. Il est quand une protéine, un récepteur couplé à la protéine G, il y aura une activation de l'adénylcyclase. L'adénylcyclase va augmenter le taux de l'AMPC. L'augmentation de l'AMPC va créer des cascades de phosphorylation et de déphosphorylation qui vont aboutir à un état phosphorylé ou déphosphorylé de la tyrosine hydroxylase pour qu'elle devienne active ou inactive. C'est comme on a vu avec tous les enzymes, avec toutes les enzymes, le cours de signalisation, de hormones, généralité sur les hormones. Les hormones peptidiques, elles vont se fixer sur la membrane pour modifier le fonctionnement de protéines cytoplasmiques préexistantes. Vous vous en souvenez? Donc, il fixe l'hormone sur son récepteur, elle va activer une protéine membranaire pour activer une cascade de phosphorylation et de déphosphorylation. L'hormone ou l'enzyme spécifique intracytoplasmique, c'est la tyrosine hydroxylase. Je vais changer son état de phosphorylation pour qu'elle devienne active ou inactive. D'accord? Activité diminuée pour la dopa et la noradrénaline, rétrocontrôle. Donc, la tyrosine, on a terminé cette première régulation. C'est la régulation à travers des hormones. D'accord? Une deuxième régulation, c'est le rétrocontrôle. L'activité est diminuée par la dopa et par la noradrénaline. C'est un rétrocontrôle négatif. La dopa ou la noradrénaline, elles vont venir exercer un feedback négatif. Elles vont inhiber les enzymes, puisque c'est elle qui est responsable de leur production. D'accord? Elle est la dopamine là. Parce que la dopamine, elle est synthétisée au niveau du système nerveux central. Ça a une conversion de la dopamine en dopamine. D'accord? La dopamine, elle est plutôt libérée au niveau du LCR et du système nerveux central. Et sa concentration est très petite. Le système nerveux central. Donc elle va exercer l'effet de la régulation. D'accord? Très bien. L'étape spécifique des cellules chromatophiles médulo-surrénales de certains neurones du SNC, activité contrôlée par le cortisol. Le cortisol va stimuler cet axe, l'inhiber. Il va le stimuler. On avait dit que le cortisol avait une stimulation sur les hormones adrénergiques. Il a deux effets stimulants. L'effet stimulant direct, il va augmenter leur synthèse, ou il a aussi un effet permissif. Il va favoriser l'action des hormones adrénergiques. D'accord? Donc j'ai deux types de régulation. La régulation spécifique à la synthèse, ou une étape
spécifique, l'étape spécifique, c'est la régulation par le cortisol qui a un effet facilitateur sur l'effet de ces catécholamines. Soit en augmentant leur synthèse, soit en ayant son effet permissif qui va faciliter leur action pétrolique. Classe? D'accord? Allez, on avance. Quelle est la fonction d'AL? Déacylglycérol. Déacylglycérol, c'est au niveau de l'activation membranaire. Comme il y aura fixation de l'hormone sur son récepteur, activation de la protéine G, etc. etc. Et le diacylglycérol, il va rester fixé sur la membrane pour activer certaines protéines, alors que l'IP3, il va aller au niveau du cytosol pour se fixer sur le sarcoplasme, pour libérer du CA2+. C'est des seconds messagers, l'IP3 et le diacylglycérol. Je suis allé où là, cours signalisation. L'action des phospholipases, comme la phospholipase C, le PIP2, elle va le dégrader. IP3, le diacylglycérol. Le diacylglycérol reste fixé sur la membrane, l'IP3 il est libéré par le cytosol. C'est des seconds messagers qui vont activer des enzymes intracellulaires. Oui, communication. Ou la généralité sur les hormones. Vous dites autre la biochimie. Attention, il vous reste quelques jours à l'examen. Stressé comme je suis. D'accord. مش مليح قرينا فيزيولوجي ماشي مليح لو ستريس. Elle est surtout la régulation elle est surtout nerveuse et dépend du système nerveux sympathique. Il existe une sécrétion de base faible, dite paralytique ou là de dénervation. Qui peut m'expliquer cette phrase? Il vous dit qu'il existe une sécrétion de base. Termine. Haya, s'il vous plaît, concentrez-vous, calme. Par la médulo-surrénale. On vous parle ici de la libération des catécholamines par la médulo-surrénale. Comme il existe une sécrétion de base, ou je de base, sans stimulation. On l'appelle paralytique, ou là de dénervation. Ou je paralytique, ou là de dénervation. Maintenant, quand on la médulo-surrénale et je coupe toutes ces communications avec le système nerveux central. Pardon. Bonjour. Vous êtes trompé de salle? Je vous ai dit que je l'appelle paralytique ou de dénervation, c'est-à-dire qu'au cours des expériences où j'étais à la médulo-surrénale et ils ont coupé toutes ces communications avec le système nerveux. Maintenant, ils l'ont rendue indépendante du système nerveux. Ou chef, est-ce qu'elle sécrète ou là? Ils ont remarqué qu'elle continue à sécréter des petites quantités. Elle a perdu sa capacité à sécréter les pics, donc les dates comme elle est après stimulation. Donc, la sécrétion basale qu'elle sauvegarde, la sécrétion de dénervation, ou la paralytique, paralysie les nerfs par des anticholinergiques, la paralysie. D'accord? Elle a une sécrétion paralytique ou là de dénervation. Classe? C'est clair? Très bien. Elle peut être augmentée par différents stimuli qui peuvent être d'origine réflexe, qui met l'hypotension artérielle au niveau de la crosse de l'aorte et du sinus carotidien. Hypoxie, hypercapnie au niveau du glomus carotidien, c'est-à-dire tous les stimuli qui vont stimuler le système nerveux sympathique. C'est une relation entre le nerveux et l'endocrinien. Le système nerveux il est stimulé par des variations de tout l'environnement. Supposons que j'ai une hypotension artérielle au niveau de l'aorte, au niveau des artères carotidiennes, des barorécepteurs, des récepteurs de la pression. Il y a des volorécepteurs qui sont des récepteurs du volume, il y a aussi des barorécepteurs qui sont des récepteurs de pression. Quand il y a une hypotension, par exemple une hémorragie, les vaisseaux, donc les barorécepteurs, les vaisseaux, ils sont stimulés. Quand ils sont stimulés, ils vont stimuler le système nerveux sympathique. Le système nerveux sympathique va stimuler la médulo-surrénale. La médulo-surrénale va sécréter de grosses quantités d'adrénaline. Pourquoi? Pour combattre ou essayer de vaincre l'hypotension par des effets sympathomimitiques. Quels sont les effets sympathomimitiques qu'elles vont exercer? Une vasoconstriction. La pression. Un effet inotrope positif. Nous la force des contractions cardiaques. Un effet chronotrope positif. Nous le nombre de battements cardiaques. C'est ça l'effet du système nerveux sympathique. Donc je vais essayer de contrer cette hypotension en activant le système nerveux sympathique. C'est clair? C'est clair?
Centrale, hypoglycémie, hypothermie. Donc tout ça, c'est des stimulants dans le système nerveux sympathique. L'hypoglycémie va stimuler le système nerveux sympathique pour la libération de l'adrénaline parce que l'adrénaline est hyperglycémiante. Une de ses fonctions principales, c'est d'augmenter la glycémie. Ça, vous là. Intercentrale, douleur, émotion, stress. C'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Le stress. La même personne qui est stressée, qui est très émotive, elle a beaucoup de sécrétion de l'adrénaline. Quand même, il y a des palpitations, le stress. Quand même, il y a قلبنا يخبط كينسمعوا بلي افيشاو وهذوك لي زانستون كيتكونوا تحوسوا على اسمكم هذه ورقه ولا هذه ورقه ولا هذه ورقه ولا هذه ورقه ما تلقاها vous ressentez ça il joue à quoi tu vois la sécrétion de l'adrénaline d'accord donc vous voyez qu'il y a une relation entre ce que vous ressentez et l'expression de votre organisme je fais un affichage la première fois pour la faculté de médecine qui compte en affaire première année première affichage تاعي هاي autorégulation par rétrocontrôle soit par action directe de l'hormone sur les centres régulateurs ou elle va exercer un feedback positif ou négatif l'hormone elle-même négatif l'hormone elle-même quand elle va se fixer sur des récepteurs elle va exercer un feedback négatif تقول لهم راني كاينه en grosse quantité حبسوا ما تستيموليونيش action réflexe par des effets hypertensifs. Ici, une action réflexe par des effets hypertensifs. C'est la même chose. Le cancer a une sécrétion importante à l'adrénaline. Elle va activer la vasoconstriction, les battements cardiaques, d'accord? Donc, la tension artérielle, elle va augmenter. La tension artérielle, quand elle atteint un certain seuil, quand elle est élevée à un certain seuil, les barorécepteurs ils vont sentir une hypotension, une hypertension. L'hypertension, elle va stimuler le système nerveux central pour diminuer la sécrétion de l'adrénaline. Donc c'est un rétrocontrôle indirect. C'est à travers l'hypertension qu'elle a provoqué. Il y a une libération de l'adrénaline. L'adrénaline provoque une hypertension. L'hypertension va inhiber l'adrénaline. C'est un rétrocontrôle indirect. Action directe sur les récepteurs sino-carotidiens. Elle peut se fixer elle-même. L'adrénaline se fixe sur des récepteurs au niveau de la carotide pour que ces récepteurs inhibent les centres cérébraux. Le rétrocontrôle de l'adrénaline et de la noradrénaline sur la tyrosine hydroxylase. Donc vous voyez, là c'est un feedback négatif. Vous voyez qu'il y a différents moyens d'être régulé. Et quand je parle de régulation, c'est une régulation inhibitrice. Rôle des hormones dans la synthèse des catécholamines. La CTH stimule la tyrosine hydroxylase et la dopamine bêta hydroxylase. Donc la CTH stimule la sécrétion de l'adrénaline. C'est ce qu'on a vu le cours cortico-surrénal. On a vu la CTH, elle va stimuler les effets adrénergiques. Cortisol stimule la phényléthanolamine N-méthyltransférase, la PNMT, et la dopamine bêta hydroxylase. Le cortisol stimule la synthèse des hormones adrénergiques. Mais il a aussi un effet permissif. Donc le cortisol va agir de deux façons. Il va stimuler la synthèse des catécholamines, mais il va aussi stimuler l'exercice de l'effet des catécholamines. D'accord? On doit terminer rapidement. C'est clair? Vous n'avez pas de questions? Une partie des catécholamines est liée aux protéines et l'autre partie est sous forme libre. C'est le transport sanguin. La majeure partie est libre. La noradrénaline est 5 à 10 fois plus élevée que l'adrénaline dans le sang. La noradrénaline est d'origine sympathique. S'il vous plaît, la médulo-surrénale, elle sécrète principalement de l'adrénaline. La noradrénaline, sa concentration, elle est plus importante que l'adrénaline. Très bien, parce que premièrement, la noradrénaline, il n'a pas parlé de son origine. C'est de la noradrénaline qui vient de la médulo-surrénale et qui vient aussi du système nerveux central. 1. 2. L'adrénaline, sa sécrétion, elle est surtout aiguë. C'est des pics de sécrétion de l'adrénaline. Donc on vous parle des taux basaux de la noradrénaline qui sont plus importants que l'adrénaline.
Et ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas en contradiction avec ce qu'on a vu. La médulle surrénale synthétise principalement l'adrénaline, mais elle reste stockée. Quand il y a des stimulations, il y a des pics de sécrétion de l'adrénaline. Les taux basaux, le taux libre de la noradrénaline dans le sang, il est plus important que le taux de l'adrénaline. Rappelez-vous ça, parce que c'est très important quand on fait les dosages. Il existe une adrénalinémie physiologique basale de 2 à 3 mg par jour, dont l'origine est due à l'activité de la médulle surrénale. Donc la médulle surrénale sécrète des petites quantités. On appelle ça la sécrétion de dénervation. De dénervation ou la sécrétion paralytique. C'est une sécrétion basale qui ne dépend pas de la stimulation par le système sympathique. La demi-vie plasmatique est très courte et de l'ordre de quelques secondes. Pourquoi? Parce que son action est aussi très courte. Donc elle a une demi-vie très courte. Je n'ai pas besoin de laisser l'adrénaline de longues périodes dans le sang. Mais l'adrénaline a une action très importante. Les effets de sont très courts. Je la libère, elle réalise sa fonction, puis elle est rapidement éliminée. Je vais mettre la demi-vie. C'est quoi, ça veut dire quoi la demi-vie? Monsieur, je vais mettre la demi-vie. C'est le temps nécessaire pour que la moitié de l'hormone libérée soit éliminée par vous. D'accord? Attention. Très bien. Mode d'action des catécholamines. Récepteurs adrénergiques. Les catécholamines se lient à des récepteurs membranaires spécifiques couplés à la protéine G. Les principaux récepteurs de l'adrénaline sont des récepteurs couplés à la protéine G. Pourquoi? Parce que c'est une hormone hydrosoluble, protéique, qui a des récepteurs membranaires. Très bien. Sur la base des critères pharmacologiques, il existe 2 classes de récepteurs. Et les récepteurs alpha, on les appelle les récepteurs alpha-adrénergiques, ou les récepteurs bêta. On parle de récepteurs bêta-adrénergiques. Les récepteurs alpha, il y a 2 types, alpha 1 et alpha 2. Ou les récepteurs bêta, il y a 2 types, les récepteurs bêta 1 et bêta 2. Attention, attention, attention. Tous ces récepteurs peuvent fixer l'adrénaline, la noradrénaline ou la dopamine. C'est un peu spécifique pour la dopamine, elle possède des récepteurs spécifiques de dopamine. Les récepteurs bêta et bêta 3. Il y a aussi bêta 3, mais ils n'ont pas de rôle physiologique important. D'accord? Alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2. C'est des récepteurs qui peuvent les deux fixer l'adrénaline et la noradrénaline et même la dopamine. Là, c'est quoi la différence entre ces récepteurs? C'est la répartition tissulaire. C'est la répartition tissulaire. Chaque tissu possède ses propres récepteurs. Quel y a de bêta 1, quel y a de bêta 2, quel y a de chouïa bêta 1, bzef bêta 2, quel y a de bzef alpha 1, chouïa bêta 2. La répartition de ces récepteurs est différente entre un tissu et un autre. On est en train de parler des récepteurs de l'adrénaline et de la noradrénaline. On parle de récepteurs adrénergiques. Qui a 2 types, alpha et bêta. Alpha qui a 2, alpha 1 et alpha 2. Et bêta qui a 2, bêta 1 et bêta 2. Quand il comme bêta 3, c'est pas important. D'accord? Est-ce que c'est clair? La fixation de la même hormone, par exemple l'adrénaline, sur 2 récepteurs différents, va avoir des effets différents sur cet organe. Rappelez-vous que, grosso modo, grossièrement, les récepteurs de type 1, qui m'a alpha 1 ou bêta 1, c'est des récepteurs d'augmentation de l'activité sympathique, vasoconstriction, augmentation de la contractilité cardiaque, augmentation de la fréquence cardiaque. Les récepteurs de type 1. Ou les récepteurs de type 2, c'est plutôt des récepteurs de relâchement, de diminution de l'activité sympathique. Grossièrement, ce n'est pas toujours le cas, mais grossièrement c'est ça. Les récepteurs de type 1, ce sont des récepteurs activateurs du système sympathique, qui ont des actions synergiques du système sympathique, ou les récepteurs de type 2, ce sont des récepteurs inhibiteurs du système sympathique. D'accord? Très bien. Chaque organe, il possède des récepteurs spécifiques à travers son action. Oui. Alors, c'était des récepteurs qui ne dépendaient ni de l'acétylcholine, ni de l'adrénaline, de la noradrénaline. D'accord. Ils dépendaient plutôt de quoi? Du cochifien? Du NO. Du NO. Très bien. Les récepteurs alpha.
l'adrénaline est beaucoup plus active que la noradrénaline sur des... Oui, il y a un autre point dont je dois parler, l'affinité des récepteurs pour l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Selon le type de récepteur, j'ai des affinités différentes. D'accord? Qui est fixe secteur l'adrénaline, qui est fixe secteur la noradrénaline, qui est fixe les hormones selon leur dose. Donc la différence du récepteur va changer l'effet de l'hormone. La différence du récepteur va changer l'affinité de ce récepteur à l'hormone. Et le changement du récepteur va changer la dose nécessaire à l'action de l'hormone. Je vous donne par exemple un exemple. La dopamine n'est pas très active sur le cœur. La dopamine n'est pas très active sur le cœur. Parce que quand la dopamine a des doses, quand j'injecte la dopamine à des doses spécifiques, entre 5 à 10 mg, on peut une dose cardiaque. Mais spécifiquement à cette dose, elle va aller se fixer sur les récepteurs bêta-adrénergiques et activer la contractilité cardiaque. Donc le changement des effets des hormones catécholamines, il va changer selon le type de l'hormone, selon la dose de l'hormone et selon le type du récepteur. La phrase est très importante. L'effet des catécholamines va changer selon le type de l'hormone. Adrénaline, noradrénaline, ils ne vont pas avoir le même effet sur les différents récepteurs. Donc selon le type de l'hormone, selon la dose de l'hormone, et en fait selon le type du récepteur sur lequel l'hormone s'est fixée. D'accord? بعد les effets هذوما ما تحفظوهمش هنايا راهم كاتبين لكم les récepteurs alpha 1 alpha 2 بعد تحت كاتبين vasoconstriction, contraction musculaire, contraction de l'utérus. C'est faux, hein? Attention, alpha 2 ne stimule pas la vasoconstriction, il est plutôt vasodilatation. Alpha 2, c'est comme on a plutôt les 1 activé l'effet sympathique ou 2 inhibé l'effet sympathique. Tout ce qui est 2 il inhibe plutôt les effets sympathiques. Et je vais vous poser une question à la fin de ce cours. Vous allez chercher vous-même la réponse. La question m'avait été posée en 3e année où j'ai dû chercher dans un livre de pharmacologie pour trouver la réponse. En fait, c'est une réponse claire. تعرفوا الدومات تسمعوا به c'est l'anti-hypertenseur, c'est un anti-hypertenseur central. Mais de la femme enceinte. De la femme enceinte pour diminuer la tension artérielle. Qui تحوسوا في la classe pharmacologique, la classe pharmaceutique تاع l'aldomètre, alpha-méthyldopa, يقول لكم باللي c'est un agoniste adrénergique. Il se fixe sur des récepteurs adrénergiques. Ou c'est un anti-hypertenseur. C'est un agoniste alpha 2. Il se fixe sur des récepteurs alpha 2. Qui fixe, c'est un sympathomimétique. Il se fixe sur des récepteurs sympathiques. Mais il se fixe sur des récepteurs de type alpha 2. Et regardez les récepteurs alpha 2. On vous montre ici où il y a exercice de l'effet alpha 2. Par exemple, il y a une libération de la noradrénaline. La noradrénaline. Vous la voyez? La noradrénaline, شوفوا وين جاي هذا récepteur alpha 1, هذا alpha 2, هذا bêta 2. Regardez l'effet alpha 2. Pic, tic, tic. La noradrénaline va se fixer sur un récepteur alpha 2 au niveau de la même cellule nerveuse qu'il a libérée. Pourquoi? Pour inhiber. Pour exercer un rétrocontrôle négatif sur la libération de la noradrénaline. Donc, il va agir ici. Il va inhiber la libération de la noradrénaline. Donc, l'effet alpha 2, c'est un effet sympatholytique. Il va diminuer l'effet sympathique. Malgré le fait que c'est un récepteur sympathique sur lequel s'est fixé une hormone sympathique. Les meilleurs les récepteurs 1 sont plutôt stimulants. Et les récepteurs de type 2 sont plutôt inhibiteurs. D'accord? Donc, l'aldomètre, c'est un antihypertenseur central. Pourquoi? Parce qu'il active la fixation sur des récepteurs de type alpha. D'accord?
récepteurs bêta, l'adrénaline est beaucoup plus active que la noradrénaline. On a plutôt des effets de dilatation, relaxation, bronchoconstriction, vasodilatation. Comme les effets petits dans chacun. On a les alpha constricteurs ou bêta dilatateurs. C'est faux. C'est très faux. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça. C'est faux. Tu vois, chez nous, 1 cardio sympathomimétique et plutôt 2 sont inhibiteurs. La dopamine, elle possède ses propres récepteurs, ce sont les récepteurs dopaminergiques. D1, 2, 3, 4. Ce sont les récepteurs dopaminergiques. Ce sont les cibles des antiparkinsoniens. Alors on avance. Donc ici, c'est les effets intracellulaires qui résultent de la fixation des hormones adrénergiques. Voici la fixation sur alpha 1. C'est la même hormone, c'est la même adrénaline. Ça peut se fixer sur des récepteurs différents, alpha 1, alpha 2, bêta 2, et les effets vont être différents. Ici, c'est une activation de la PKC, donc augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la contractilité, augmentation de la vasoconstriction. Ici, puisque c'est un récepteur alpha 2, c'est une inhibition de la PKA, et donc il y aura une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution de la contractilité. Vous voyez, via le récepteur alpha 2 et via le récepteur alpha 1, il y aura des effets inverses. D'accord? C'est pas la peine de retenir les effets intracellulaires. Tout le monde, ce qu'il faut retenir, c'est les effets. Alpha 1 oxydèle, alpha 2 oxydèle, bêta 1 oxydèle, bêta 2 oxydèle. D'accord? Donc voici quelques exemples. Alpha 1, on vous dit, il est chronotrope positif. Inotrope positif, ça veut dire quoi, chronotrope? S'il vous plaît, ici, on vous parle des effets cardiaques. Hein. Il y a 4 effets. Chrono, ino, bromo et battement. D'accord? Chronotrope, c'est la fréquence cardiaque. Inotrope, c'est la force contractile. D'accord? Bromotrope, c'est la vitesse. Au battemotrope, c'est l'excitabilité. Quand je vous dis qu'une hormone elle est chronotrope positive, c'est-à-dire qu'elle augmente la fréquence cardiaque. Quand je vous dis que la dopamine, par exemple, est inotrope positive, c'est-à-dire qu'elle augmente la contractilité. D'accord? Cardiaque. Je suis musculaire. Muscle cardiaque. Voilà, inotrope. Positif, termine les effets adrénergiques. Très bien, très bien. D'accord? Donc l'alpha 1 a un effet chronotrope positif, inotrope positif, vasoconstriction, contraction des viscères et médiliase. Médiliase, c'est la dilatation de la pupille. Par contraction des muscles radiaires de l'iris. Allez. Et relâchement des muscles circulaires. Alpha 2, regardez, il a un effet d'inhibition de la libération de l'insuline, par exemple, même les effets terror. Bêta 1, chronotrope positif, inotrope positif, il active la lipolyse. Vous voyez que bêta 1 et alpha 1, ils ont le même effet sur le cœur. Parce que bêta 1 il est plus important. L'essentiel sont tous les deux chronotrope et inotrope positif. Donc, nous qu'est-ce qu'on a alpha stimulé ou bêta inhibé? C'est faux, ce qu'il y avait dans la planche précédente. D'accord? Très bien. Bêta 1, classe. Bêta 2, sécrétion de la rénine. Là, c'est faux, hein, c'est faux. Donc, bêta 2, sécrétion de la rénine. C'est faux. C'est le récepteur bêta 1 qui stimule la sécrétion de la rénine. C'est le récepteur bêta 1 qui stimule la libération de la rénine. Et la libération de la rénine, elle a plusieurs stimulants. L'hyponatrine, l'hyamine, l'hypotension. Elle est aussi activée par le système sympathique. On avait dit que le système sympathique active la sécrétion de la rénine. Cet effet de stimulation de la rénine par le système sympathique est exercé via des récepteurs bêta 1, mais chez bêta 2. Et je pense même qu'il y a une planche c'est un كاين في الكورتيكوسيرينال وكاين في الكورت تاع الفيزيولوجي رينال. عليك واش مكتوب؟ Système nerveux sympathique stimulant la rénine via les récepteurs bêta 1 adrénaline. Via les récepteurs bêta 1. Chez bêta 2. Très bien. Donc il y a une stimulation de la sécrétion de la rénine via des récepteurs bêta 1. Donc تشوفوا كي تكونوا فاهمين ما تحفظوش. على بالكم بلي بيتا 1 هو اللي يستيمولي وكي تقرا بيتا 2 ماشي لازم
تكون عندك قوة البصيرة والبصر والحدق والاستنتاج والتركيز باش تديني باللي غلطان. كي تقراها سا سومبل اي لوجيك باش تعرف بلي بيتا 2 سا انيب سا ستيمول با. دونك كي تقرا بلي لا غينين وانت على بالك بلي لا غينين الا ان افي فازو كونستريكتور elle va stimuler la libération de l'angiotensine de l'aldostérone elle a un effet hypertenseur, tu dis non c'est pas possible que c'est la bêta 2 qui stimule la غينين. d'accord, donc c'est faux, là c'est faux. هي نديروا عليها ولا قولوا البروف. جيد glycogénolyse ou glycogénèse, vasodilatation, bronchodilatation, relâchement. Donc c'est contradictoire. Stimuler la rénine ou de vasodilatation. Relâchement des muscles lisses, de l'intestin, tractus urinaire et myomètre. Voilà. Donc je fais les bêta 2 ça relâche, bêta 1 ça stimule. Hay. Métabolisme ou l'effet physiologique des catécholamines. Il y en a des effets. On les a abordés les différentes physiologies. La physiologie digestive ou la physiologie rénale. Métabolisme glycidique, il y aura une élévation de la glycémie. Quand on parle d'activation de la néoglycogénèse, activation de la glycogénolyse, activation de la libération du glucose. Activation de la glycogénolyse, activation de la néoglycogénèse, inhibition de la glycogénogénèse. Il va inhiber la sécrétion de l'insuline, mais augmente la sécrétion du glucagon. Métabolisme lipidique, il va augmenter la lipolyse et inhiber la lipogénèse. Les effets sur les glucides, c'est les mêmes effets que le glucagon. D'accord? Ou le cortisol. Le cortisol, c'est un peu plus lent que l'adrénaline. Plus lent et plus durable, oui. La sécrétion hormonale, l'appareil juxtaglomérulaire a une innervation sympathique abondante. Que ce soit l'adrénaline ou la stimulation nerveuse rénale, augmente la sécrétion de l'adrénaline. C'est qu'on a bien des récepteurs de type bêta 1 chez lui. La stimulation de l'axe thrombinique diminue la sécrétion de l'insuline, effet alpha, et augmente de façon stimulante la sécrétion du glucagon. On avait parlé du métabolisme glucidique. Les catécholamines stimulent la libération, la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes. Donc, le système nerveux sympathique stimule aussi la libération des hormones thyroïdiennes. Le système nerveux sympathique stimule la libération des hormones thyroïdiennes. Pourquoi? Parce que les hormones thyroïdiennes sont aussi hyperglycémiantes et c'est des hormones de mobilisation de l'énergie, de mobilisation et d'utilisation de l'énergie. Donc voici un peu un schéma qui montre la relation entre l'hypothalamus et la surrénale. Bon, l'hypothalamus, il est principalement l'hypothalamus et l'hypophyse. Leur effet, il s'exerce plutôt sur la cortico-surrénale, principalement. D'accord? CRH, ACTH, ACTH, cortico-surrénale. Mais, puisqu'on avait dit que le cortisol stimule, la médulo-surrénale, il y a aussi un effet sur la médulo-surrénale. D'accord? Très bien, très bien. Et si on vous ajoute un nouvel effet, puisqu'on a vu le système sympathique via la médulo-surrénale, on considère les cellules chromaffines comme des cellules postganglionnaires, des neurones postganglionnaires, ou les cellules qui viennent de la moelle épinière, c'est les neurones préganglionnaires. Puisque les neurones préganglionnaires appartiennent à la moelle épinière, ils sont en communication avec le névrax, avec le système nerveux central. Et le système nerveux central fait l'hypothalamus. Donc s'il y a un stress, l'hypothalamus va agir sur la moelle épinière et la moelle épinière va stimuler la sécrétion de l'adrénaline. Ici on vous montre un peu qui je sécrète l'adrénaline. C'est quoi la relation entre mon environnement et ce que je sécrète? C'est à travers le système nerveux central et les nerfs préganglionnaires appartiennent à ce système nerveux central. Donc quand il y a des modifications de mon psychisme, il y a une modification de ma conscience, de ce que je ressens. Et donc il y aura des messages nerveux qui vont aller vers la moelle épinière, qui vont stimuler la médulle surrénale, qui va libérer l'adrénaline. D'accord? Très bien, très bien. Le catabolisme des catécholamines, la dégradation alliée au niveau du foie, du rein et de la médulle surrénale elle-même. Celle qui les synthétise va aussi les dégrader. Et fait principalement intervenir deux enzymes. La monoaminooxydase, la MAO, et la catécholamine-transférase, la CONT. C'est pas la peine de faire les abréviations. MAO ou CONT. MAO ou CONT. Je suis oublié qu'il y a plusieurs étapes de dégradation. D'accord? Je suis oublié qu'il y a 4 principaux métabolites qui vont être éliminés. D'accord?
حنا نسموهم لي زورمون لي كاتيكولامين تاعنا اسمهم ايبينيفرين ونور ايبينيفرين داكور ادرينالين ونور ادرينالين لي كاتابوليت تاعهم اسمهم ميتانيفرين اي نور ميتانيفرين هكا حفظوا زوج لازم تحفظوا اسماواتهم برك حفظوا لي اسماوات لي كاتابوليت اسماواتهم معناتها انا عندي لي زورمون كاتيكولامين هاد لي كاتيكولامين je vais les transformer en métabolites plus facilement éliminables au niveau des reins pour les éliminer au niveau des reins. Quelle est la méthanéphrine, la norméthanéphrine, ou bien qu'il y a un acide homovanillique, d'accord? Vous quatrième mot? Ah oui, vanille mondélique. Alors, bon. D'accord, homo-vanillique ou méthyle ou la vanille mondélique. D'accord? Homo-vanillique, vanille mondélique. Homo-vanillique, vanille mondélique. Maintenant, méthanéphrine ou non méthanéphrine. Attendez, bien le c'est le méthanéphrine, maintenant méthanéphrine. Allez-y. Méthanéphrine. Ah, vous devez voir mon méthanéphrine. Non méthanéphrine. Acide homo-vanillique. Et acide vanille mondélique. Je fais Mandela. Mandela est pour la vanille. Allez-y, attendez les deux. Méthanéphrine. Voilà. BH. Non, méthanéphrine. L'acide homovalent. Là, là, on dit méthanéphrine. Voilà. Non, méthanéphrine. Méthanéphrine, l'acide homovallique ou vanille mondélique. HB. Allez-y, vous prenez les méthanéphrine, la méthanéphrine, acide vanille mondélique ou vanille. Allez-y. Vanille mondélique. Très bien, très bien. Alors, ils sont éliminés. Les enzymes qui vont cataboliser, il y a une autre qui est la compte. ما تخلطوليش لا كونت مع لا بي ان ام تي واش دير لا نورادرينالين ولا ادرينالين لا بي ان ام تي est une hormone de synthèse de dégradation très bien la MAO est une enzyme aphale elle a besoin d'un coenzyme membre A situé au niveau de la membrane externe des mitochondries il en existe deux formes la MAO A et la MAO B la MAO A elle est plutôt digestive et oxyde les amines au cours de la digestion pour éviter l'action pharmacologique d'amines contenues dans les aliments. Certains aliments sont riches en amines. Les fromages, les poissons. Donc, le système digestif, elle va inactiver les amines pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Je ne suis pas censé inactiver l'adrénaline ou d'autres monoamines, la sérotonine, je ne sais pas. D'accord? D'accord? Donc, il y a l'appareil digestif, des enzymes qui vont dégrader les amines pour qu'elles soient inactives. Pourquoi il n'y a pas... Et c'est le principal obstacle, disons, dans certaines situations devant l'utilisation des hormones. Quel est le principal hormone par voie thérapeutique? Les hormones qui sont très utilisées. Très bien, l'insuline. علاش ما كاينش الانسولين كاشيات Très bien, parce qu'elle est dégradée, c'est une hormone protéique, elle est dégradée au niveau intestinal. Là, c'est la même chose. Le canal des amines sont dégradés par la MAO A. La MAO B, elle est plutôt située dans le système nerveux central. Elle est cérébrale et elle oxyde les amines biologiques de notre métabolisme. Le tabac, la cigarette, inhibe la MAO B. Inhibe d'une façon très importante la MAO B. Les taux de MAO B entre les fumeurs, ils sont beaucoup plus diminués qu'un 10% normal. À la BH, il y a un taux élevé de monoamine entre les fumeurs, qui est la sérotonine. Il y a un taux élevé, et ça participe à cet effet cérébral de la cigarette. Qui veut de choix? Joie, oui. Bon. Sérotonine, oui. Dopamine, plutôt excitabilité. Excitabilité de folie, d'accord. D'ailleurs, la caféine stimule la sécrétion de la dopamine. D'accord.
On avance. Oui, une question, allez-y. Très bien, donc moi et moi. Élimination des catécholamines. Chez l'homme, 93% des méthanéphrines et 25 à 40% de la norméthanéphrine circulante proviennent de la médulose surrénale. La majeure partie de la méthanéphrine, qui est le catabolite de l'adrénaline, provient de la surrénale. Alors que le catabolite de la noradrénaline ne provient pas principalement de la surrénale, il provient d'où? Du cerveau, parce que la majeure partie de la noradrénaline elle est synthétisée par le cerveau, pas par la médulose surrénale. Les catécholamines et les méthanéphrines sont essentiellement éliminés dans les urines sous forme sulfo- et glucoro-conjuguée. La sulforinylation et la glucoroconjugaison ont lieu au niveau du foie. D'accord? J'ajoute les terminaisons, je vais favoriser l'élimination de ces hormones. D'accord? Exploration biochimique. On passe très rapidement parce que ça n'a aucune importance pour vous. L'exploration biochimique des catécholamines est indiquée dans deux tumeurs distinctes, le phéochromocytome et le neuroblastome. Le phéochromocytome, c'est une tumeur qu'on retrouve chez le jeune adulte et qui est sécrétrice d'adrénaline, ou là de catécholamines en général. Le neuroblastome est une tumeur maligne qu'on retrouve. Le phéochromocytome, il est plus fréquemment bénin que malin. Le neuroblastome, il est malin, on le retrouve dans l'enfant. D'accord? C'est une des tumeurs les plus fréquentes de l'enfant, entre 3 et 5 ans. Tumeur neuroendocrine, dans le diagnostic, mais aussi dans la surveillance. Qu'est-ce qu'on peut doser en biochimie? On peut tout doser. L'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine et les catabolites. Où on dose? Dans le sang et dans les urines. Dans le sang, variation nictémérale importante des catécholamines, impact de l'état nutritionnel, de l'activité physique, de l'activité physique, de la sécrétion des catécholamines. Et des conditions émotionnelles, respecter les conditions de prélèvement strictes. D'accord? Un régime alimentaire excluant le chocolat. Le chocolat stimule la sécrétion des monoamines, la sérotonine, la dopamine. Le chocolat est très lié au plaisir, surtout de la femme. Chipoula. D'accord? Banane, agrumes, et comprenant une consommation modérée de thé, de café. On en avait parlé de café, comme ça stimule la sécrétion de la dopamine. Dans les 48 heures précédant le prélèvement, s'impose et arrêt, stop des médicaments. Il faut arrêter les médicaments, surtout ceux qui modifient les taux les hormones. Prélèvement se fait en position couchée, à l'âge, après un repos strict de 20 minutes. Why? En position couchée. Pour éviter l'hypotension orthostatique. C'est quoi l'hypotension orthostatique? C'est une hypotension qu'on retrouve dans la neuropathie diabétique autonome et qu'on retrouve dans certaines situations, en cas de déshydratation, chez les personnes âgées. D'accord? L'hypotension orthostatique est connue une personne carda, ou d'un kessela, on va tenir rapidement, le corps il يسبق الدم. Donc الدم يهبط rapidement. Qui يهبط rapidement, il y a une souffrance cérébrale. Ça بزاف الشيوخ ولا العجايز وكيجيو en consultation pour lequel يكون ساجد. بعد النوض ندور تحس بالدنيا تدور ولا يشوف الابيض. D'accord? C'est l'hypotension orthostatique. Comment on la diagnostique? En prenant la tension en position couchée puis en position debout. Une diminution de la pression artérielle systolique de plus de 20 mm de mercure pose le diagnostic d'hypotension orthostatique. D'accord? Il peut y avoir plusieurs causes. علاش l'hypotension orthostatique fausse le dosage de l'adrénaline? شكون الشاطر البيوشيميست l'endocrinologue le neurologue qui peut deviner pourquoi? Est-ce que c'est juste dans la fréquence cardiaque? Très bien, c'est un peu ça, oui. Parce qu'il y a une réponse à cette hypotension. Il y a des barorécepteurs au niveau des carotides et du globus carotidien et de la crosse aortique qui sont sensibles à l'hypotension. Donc, on a qui note rapidement ça, une hypotension. C'est une hypotension orthostatique. Mais l'hypotension orthostatique, elle est très rapidement corrigée. Comment elle est corrigée? Par la sécrétion de l'adrénaline. Donc, le cas, il peut voir ici, il peut carrément de وقفوا مبيكي. Non, elle est dans l'adrénaline parce qu'il est en train d'essayer de corriger cette hypotension orthostatique. Vous voyez que pour être médecin, en fin de compte, il faut juste comprendre ce qu'on est en train de faire. Pour être médecin, qu'est-ce qu'il faut? Comprendre ce qu'on est en train de faire. D'accord? Non, on n'est pas d'accord. Non?
Là, je suis d'accord. Ouais, il faut normal, je ne suis pas d'accord. Les urines aussi doivent être recueillies pendant 24 heures dans un bocal acidifié par 10 ml d'une solution HCl. Je ne crois pas qu'il faut prendre ça, ne prenez pas ça. D'accord? Non, c'est pas important. C'est ça comme les techniques fait les unités de fatou. Non, le métabolisme, la biochimie métabolique. D'accord? C'est possible 3 jours de suite, mais c'est des techniques pour qu'il n'y ait pas de dégradation, puisque c'est des peptides. Je peux les urines à la barre et dégrader. Donc je vais avoir des résultats faussés. Donc on les acidifie, on ferme bien le bocal, etc. C'est pas important. Les prélèvements doivent être acheminés le plus rapidement possible au laboratoire, blablabla. Stabilité. Les catégories plasmatiques restent stables entre 3 et 5 heures après le prélèvement recueilli sur héparine. Les tubes sont héparinés. La congélation à moins 20 degrés permet de les garder stables dans l'urine pour au moins 3 semaines. Il quand on a fait un laboratoire où on a besoin de faire ما نقدرش ندوزيهم دوكا كونجليهم في هذه 3 semaines نقدر ندوزيهم وقت ما قدرت. D'accord. Je crois qu'en Algérie, ils envoient à l'étranger le dosage. Ce n'est pas toujours disponible. Le dosage de l'adrénaline ou de la noradrénaline. Ils envoient au laboratoire étranger. Allez, augmentation. Donc, les anomalies, ça c'est important. Pourquoi j'ai parlé des anomalies des hormones? D'accord. Augmentation en cas d'utilisation d'antiparkinsoniens, comme la lévodopa et la folopa. Les antiparkinsoniens, puisque la physiopathologie de la maladie de Parkinson que vous allez chercher, elle implique une diminution de l'effet des hormones de dopamine. Je vais utiliser les antiparkinsoniens pour réaugmenter la quantité de la dopamine dans le système nerveux central. Donc si j'utilise des antiparkinsoniens, il y aura une augmentation de la dopamine et des catécholamines le sang. Les antihypertenseurs, comme la nifedipine, qui est un inhibiteur calcique, et les bêta-bloquants, comme la méthyle, le bêta-bloquant, virgule, et la méthyle dopant. D'accord. Pourquoi les antihypertenseurs vont augmenter la sécrétion de... شوفوا باش تقدروا تفيقوا rapidement, regardez. Ils vous ont cité certains antihypertenseurs. L'augmentation. Mais la diminution, ils vous ont aussi cité des antihypertenseurs. Très bien. Il y a une augmentation. S'il y a un antihypertenseur dont l'effet est de diminuer la tension, il est périphérique, il n'est pas central. Il est périphérique. Maintenant, son but, c'est de diminuer la tension artérielle. Même les IEC, par exemple, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les ARAD, le but, c'est de diminuer la tension artérielle. Qui tapote la tension, il y a une stimulation du système nerveux sympathique. Donc, dit la sécrétion de l'adrénaline. Donc, ils sont en train d'être sécrétés suite à l'hypotension. L'hypotension. Alors que je suis en train de diminution, je suis en train d'utiliser un médicament qui cible les sympathiques. Je suis en train de les diminuer. Donc, il y a deux types d'hypertenseurs, d'antihypertenseurs. Ceux qui visent le système nerveux sympathique et ceux qui ne visent pas le système nerveux sympathique. Ceux qui visent le système nerveux sympathique sont en train de diminuer la tension artérielle en diminuant les hormones sympathiques. Donc, alors que ceux qui ne visent pas le système sympathique sont en train de diminuer la tension artérielle indépendamment du système nerveux sympathique. Donc, il y aura un rétrocontrôle positif. La diminution de la tension artérielle exercée par les antihypertenseurs va exercer un feedback positif sur le système nerveux central et sympathique pour qu'il y ait une synthèse des hormones sympathiques et il y aura une augmentation des catécholamines. C'est clair? Donc soit je les vise, soit je ne les vise pas, la tension qui est l'attention qui est je suis en train de diminuer la tension artérielle. Ça ma visite pour diminuer la tension artérielle. Je peux viser n'importe quelle partie de le système nerveux. D'accord? Je suis en train de diminuer la tension artérielle en visant les vaisseaux. La tension, la tension, le système nerveux sympathique il est stimulé.
qui stimule les hormones thyroïdiennes. Il est stimulé à cause de l'hypotension. فهمتي؟ Donc تطلع la quantité تاع les catécholamines. Alors que في la diminution واش درت انايا هبطت les catécholamines باش نهبط la tension. Elle est bien calme هبطين. C'est clair. Très bien, les antidépresseurs, qui les tricycliques, les ISRS, les inhibiteurs spécifiques de la récapture de la sérotonine, qui m'a le fameux escitalopram, Taloprex, je connais Taloprex, très prescrit comme antidépresseur. Escitalopram, c'est un inhibiteur spécifique de la récapture de la sérotonine. Il inhibit la récapture de la sérotonine pour augmenter la quantité de la sérotonine dans le système nerveux central. Je sais pas, il fixe ça. La sérotonine fixe le récepteur TAHA, ou celui qui prend le médicament, il n'y a pas de farhan de la sérotonine. C'est ça l'effet des antidépresseurs. D'accord? Je suis la dépression. Faut pas considérer la dépression comme un tabou. On va clôturer sur ça et continuer la semaine prochaine puisque خلاص الوقت. لا لا نزيدو بالبلونشاي. Antipsychotiques et autres, symptômes mimétiques, la théophiline, ça augmente la quantité les hormones catécholamines. Voilà la diminution, on a expliqué. Méthode de dosage. La fluorimétrie, la radio-enzymatique, la chromatographie, HPLC. D'accord? C'est des techniques de dosage. Ce n'est pas la peine d'apprendre la technique. D'accord? Fluorimétrie, radio-enzymatique ou HPLC. Chromatographie. Voilà, c'est pas important. Les valeurs usuelles, vous n'allez pas les apprendre. Ne les apprenez pas. La physiopathologie, quelles sont les maladies qu'on peut retrouver? Essentiellement, excès de sécrétion de catécholamines. Les tumeurs, on avait parlé du féo et du neuroblastome. Les cellules progénitrices, les cellules chromatophiles, ou les cellules sympathiques, les cellules nerveuses sympathiques, elles dérivent des cellules de la crête neurale qui vont migrer. Donc, les cellules progénitrices, les cellules embryologiques, les cellules du système nerveux sympathique, que ce soit au niveau de la surrénale ou là au niveau du système nerveux sympathique, ce sont les neuroblastes. On a la même origine embryologique. Certaines cellules du neuroblaste, elles peuvent dégénérer et donner le neuroblastome. Les cellules nerveuses, le système nerveux, les cellules nerveuses, le ganglion sympathique, elles peuvent donner un ganglion neuron. C'est une tumeur bénigne, non? Quand il y a une atteinte à les cellules chromatophines, de l'adulte, plutôt, c'est plus simple l'adulte, elles vont me donner le phéochromocytome. Le phéochromocytome est une tumeur de la surrénale. Quand une tumeur de la surrénale naît au niveau de la surrénale, c'est le phéochromocytome. Quand je retrouve une localisation extrasurrénalienne, maintenant des cellules chromatophiles, des cellules qui dérivent de la crête neurale, ça dans certaines situations, on fait un autre organe. Maintenant, il y a eu migration, ou on fait un autre organe, n'importe quel autre organe. On a un paraganglion. Je vais على هاد ثلاثة. D'accord? Le neuroblastome, il dérive des cellules embryonnaires. Le phéochromocytome dérive des cellules de la médule surrénale. Le paraganglion, c'est des cellules chromatophiles, mais de localisation extrasurrénalienne. D'accord? Très bien. Le phéochromocytome, ce sont des tumeurs issues de la cellule chromatophile, on le sait, de la médule surrénale, ou bien extrasurrénalienne. On a dit que les extrasurrénaliennes ont un paraganglion. 90% sont bénignes. La majorité sont bénignes, ce n'est pas des cancers. 10% sont des cancers. On a fait chromoblastome. 25 à 30% des cas sont familiaux. Elles font partie d'un syndrome de multi-endocrinopathie. La clinique, c'est quoi? C'est une hypertension. C'est la clinique d'une augmentation de la sécrétion de l'adrénaline. La présence de la triade de Ménard. La triade de Ménard, céphalée, sueur et tachycardie. C'est le mlaraq, djab الخباط وراسهم يوجع. La triade de Ménard. Chez un hypertendu, oriente vers le diagnostic. Même, تبان لكم hypertension عند un sujet jeune, زعما واحد في عمره 20 سنة hypertension, il faut toujours chercher une HTA secondaire. Adénome de Kohn,
اللي هضرنا عليه واش السكريتي لادينودوكون الدوستيرون شفتوا عليه هضرنا عليه كي درنا فيزيولوجي رينال لادينودوكون c'est une tumeur de la surrénale de la cortico-surrénale qui sécrète de l'aldostérone peut-être un petit peu inféochromocytome donc c'est deux diagnostics différentiels c'est deux causes تاع HTA secondaire un peu jeune. L'incidence est d'environ 0,1% des patients hypertendus. Vous voyez que c'est très rare. اللي عندهم الاتونسيون كامل العباد اللي عندهم الاتونسيون 0.1% منهم معناتها 1 من 1000 نلقاو بلي l'hypertension تاعهم elle est due à un phéochromocytome. Et en général تبان c'est des HTA résistantes qui ne répondent pas au traitement, des chiffres très élevés, d'accord? Très bien. Sécrétion autonome mais discontinue dans l'ordre de fréquence noradrénaline, puis adrénaline, puis dopamine. Donc, il sécurité totale en noradrénaline ou l'adrénaline. Suspecté à partir d'une élévation supérieure à 4 nanomoles de noradrénaline et de 2 nanomoles à l'adrénaline. Quand je suspecté devant des signes cliniques, قبل ما نلحق الدوزاج لازم تجيني قبل les signes cliniques عند un sujet jeune. Je vais commencer à chercher une élévation des hormones. Un taux élevé d'AD plasmatique associé à un taux normal de noradrénaline, un taux élevé d'adrénaline associé à un taux normal de noradrénaline est en faveur d'un phéochromocytome surrénalien peu étendu. Maintenant, le taux d'adrénaline très élevé, alors que la noradrénaline, le phéochromocytome n'est pas très important. Parce que normalement, on parle de d'accord? Voilà, parce que la surrénale sécréter l'adrénaline أكثر من la noradrénaline. ممكن نلقى الادرينالين طالعه بصح لا نوغادرينالين ماشي طالعه بزاف معناتها ماشي سيكريتي فوق اللازم بقات لا كونتيتي دو نوغادرينالين هكذا فهمتوا لا سورغينال لا ميديلو سورغينال elle sécrète la noradrénaline ou l'adrénaline mais elle sécrète l'adrénaline de façon beaucoup plus importante que la noradrénaline خبرنا بلي لا ميديلو سورغينال sécrète l'adrénaline plus que la noradrénaline. لو كان نسسبكتي انا نلقى خلاص جي دياغنوستيكي بلي سي ان فيوكروموسيتوم بصح نلقى بلي لادرينالين طلعت بزاف الوغ كو لا نوغادرينالين ما طلعتش بزاف نقول بلي هاد لا تيومور قعدت في البرانسيب تاع انها تسكريتي لا نوغادرينالين ماشي بزاف مرحبا مرحبا لوطو دو فريكونس les phéochromocytomes qui sont étendus, qui sont كبار, ils sécrètent la noradrénaline أكثر من l'adrénaline. على بها normalement كي يكون عندي un phéochromocytome اللي هو باين اللي sécrète بزاف لازم نلقى la noradrénaline طالعة. معناتها c'est une tumeur, c'est pas une médulo-surrénale normale. أنا على بالي بلي la médulo-surrénale normale تسكريتي l'adrénaline ما تسكريتش la noradrénaline. كي نلقى la noradrénaline بزاف طالعة معناتها c'est un phéo. فهمتي؟ لا علاه. C'est des cellules tumorales qui sécrètent des catécholamines de façon indépendante des états physiologiques. Oui. ماشي sécréter شوية l'adrénaline. Oui. Les taux هادوما في كامل les situations c'est des taux très élevés. C'est des taux très élevés. D'accord? Mais je dois pour m'orienter comparer à la situation physiologique. En situation normale, la quantité de noradrénaline elle est plus faible que l'adrénaline. Si les deux sont élevés, plus élevés que la normale, maintenant j'ai un phéo. Mais pour le phéo, je peux étudier son étendue. Est-ce qu'il est très étendu ou peu étendu? Les taux sont très gravement déréglés. La noradrénaline ou l'adrénaline, des taux gigantesques. Maintenant, on peut dire qu'il est très étendu. Qu'il y a beaucoup de cellules cancéreuses. Par contre, le cas de l'élévation modérée où l'adrénaline est supérieure à la noradrénaline, on peut dire qu'il y a un dérèglement, mais le dérèglement n'est pas très important, donc le nombre de cellules tumorales n'est pas important. Et on clôture sur ça. Je vous remercie.